Alors, aujourd'hui, il nous faut reprendre notre propos après ce que nous avions dit la dernière fois sur le texte tellement important de Roland Barthes. Alors, il s'agit cette fois d'aborder un texte tout aussi important de Michel Foucault, mais un texte, on va le voir, qui présente de grandes similitudes finalement avec celui de Roland Barthes. C'est bien la même position qui s'y trouve exprimée. Alors comme en plus je ne pourrais guère que paraphraser, alors j'espère pas trop inutilement, mais enfin tout de même paraphraser ce texte en le lisant avec vous, ce qui ne sera pas inutile, mais enfin il me parut intéressant de commencer par une petite digression que j'espère éclairante. En tout cas moi elle m'a aidé à y voir plus clair. Je vous explique. Dans le cadre d'un autre cours, j'ai été amené à expliquer ce merveilleux poème d'Arthur Rimbaud qui s'appelle « Ma Bohème ». Et en relisant ce poème, en m'interrogeant sur l'interprétation qu'on pouvait en faire, eh bien, me sont revenues les diverses considérations que nous avions pu faire, que ce soit sur la critique de Lançon ou que ce soit sur la position de Roland Barthes. Et je me suis rendu compte que ce texte était finalement une sorte de cas d'école et que ce cas d'école pouvait peut-être nous aider à y voir plus clair, car je suis bien conscient que la forme que prennent les textes tant de Roland Barthes que de Michel Foucault n'aide pas forcément la compréhension. Alors, si vous le voulez bien, je ne vais évidemment pas me livrer ici à une explication détaillée du poème, tel n'est pas notre propos. Néanmoins, j'aimerais faire un certain nombre de remarques sur ce texte, et c'est pourquoi je vous propose tout d'abord de le lire pendant que je vous présente le manuscrit de ce poème, Ma Bohème, tel qu'il a été écrit de la main même d'Arthur Rimbaud en octobre 1870, alors qu'Arthur Rimbaud allait vers ses 16 ans. Il y a quelque chose là, évidemment, qui ne cesse d'émerveiller et d'étonner dans cette précocité littéraire sans équivalent. Alors, le poème « Ma Bohème, fantaisie ». Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais en féale. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou, et je les écoutais, assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front, comme un vin de vigueur, où, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Alors, pour aborder ce poème, on peut tout d'abord penser à ce qu'on pourrait appeler la méthode lansonienne, c'est-à-dire, vous vous en souvenez, la méthode qui est reprise telle quelle par Raymond Picard, par exemple, dans sa lecture de Racine, à savoir nous renseigner sur l'auteur afin que ces informations biographiques nous livrent des éléments susceptibles de révéler le sens originel du poème. Bien, et si nous entreprenons ces recherches, ça ira assez vite, puisque toute biographie de Rimbaud nous le dirait. C'est bien en septembre 1870 qu'Arthur Rimbaud fait ses fugues, vous savez, ces fugues loin de l'atmosphère pesante et étouffante de Charleville. Et donc, ces fugues ont lieu en septembre, et en octobre de la même année, Arthur Rimbaud écrit un poème qui semble précisément traiter de ces fugues. L'affaire paraît donc entendue. Il s'agirait d'un poème autobiographique, et la connaissance de la biographie du poète nous aurait révélé son sens originel. Qu'ajouter à cela, tout paraît dit sur ce texte. À ceci près que cela suppose de n'avoir pas tout à fait lu le poème, de ne pas s'être posé certaines questions. Par exemple, qu'est-ce qui nous autorise à relier le « je » du poème
à la personne même d'Arthur Rimbaud. Pourquoi poser comme un évident référent la personne Arthur Rimbaud du pronom « je ». Regardons de plus près le poème et surtout les différentes occurrences du « je », justement. Qu'est-il dit du « je » ? Ne serait-ce que dans la première strophe, vous voyez qu'il y a une double occurrence du « je m'en allais, j'allais ». Alors, première remarque, le « je » se dit au passé, comme s'il y avait une distance de soi à soi, comme s'il ne coïncidait pas tout à fait le sujet du poème et le sujet de l'énonciation. Première chose à prendre en compte. Deuxième chose, qu'est-ce qui définit le sujet? Qu'est-ce qui caractériserait son identité? Qu'est-ce qui l'enracinerait en quelque sorte? Eh bien, je dirais rien, bien au contraire. Ce qui définit le sujet, c'est bien plutôt ce qui ne le définit pas, à savoir le pur dynamisme d'un mouvement. Je m'en allais, j'allais. Et ça me paraît très frappant. Le sujet n'est pas immobilisé par une définition. Au contraire, la seule chose par laquelle existe le sujet, c'est ce dynamisme de « je m'en allais », de « j'allais », qui sera repris ensuite, parce que si le sujet, vers la fin du poème, se dit « assis », il précise bien « assis au bord des routes ». Les routes permettant, là encore, d'écarter toute idée d'enracinement au profit d'un pur dynamisme. Autre remarque sur ce qui peut caractériser le sujet. On remarque très vite que ce poème est comme saturé d'adjectifs possessifs. Dès le titre d'ailleurs, ma bohème. Et puis on pourrait relever les différents éléments. Il y a mes poches crevées, il y a mon paletot, il y a ma culotte, il y a mes souliers. Bref, on pourrait dire le sujet est tout de même défini par ce qu'il possède. Certes, mais si l'on y regarde du plus près, on se rend compte que toutes les possessions du sujet, donc tout ce qui est caractérisé par l'adjectif possessif, est en réalité négatif. Je veux dire que les poches sont crevées, des poches crevées, ça ne sert à rien, autant dire qu'il n'a pas de poche. Le paletot, il dit bien mon paletot, mais il précise qu'il devient idéal. Il devient idéal, c'est-à-dire qu'il est tellement usé qu'il ne reste plus qu'une simple idée de paletot. Pareil pour la culotte qui ne sert à rien puisqu'elle est trouée. Mon unique culotte avait un large trou. Alors, il parle également de ses souliers. Oui, mais ses souliers sont dits blessés. Donc là encore, des souliers dont l'état d'usure marque négativement. Alors certes, tout n'est pas marqué négativement, on pourrait dire qu'il y a quand même ces étoiles. Oui, mais mes étoiles au ciel, peut-on réellement posséder des étoiles? Évidemment pas. Ce que je veux dire, c'est que toutes les manifestations du sujet, qu'elles passent par le « je » ou qu'elles passent par les adjectifs possessifs, toutes ces manifestations du sujet empêchent de le caractériser précisément, de le définir exactement. Et que donc il y aurait quelque abus à poser comme une évidence que l'on ne doit pas remettre en cause, une équivalence stricte entre le sujet du poème et la personne même d'Arthur Rimbaud. Et allons plus loin maintenant. Si nous admettons quand même, mais du coup en faisant mentir le texte, si nous admettons cette équivalence entre le « je » du poème et la personne d'Arthur Rimbaud, eh bien comme je vous le disais, le sens est fixé, est établi, il n'y a plus rien à dire de ce poème. Et donc, nous l'empêchons d'exister, nous l'empêchons de vivre tel qu'il vit, ce poème, dès lors qu'il s'offre comme support aux multiples interprétations que le lecteur peut projeter en lui. C'est ça qui me paraît important. Et c'est bien pourquoi Roland Barthes concluait son texte sur la mort de l'auteur en disant que les droits du lecteur doivent se payer de la mort de l'auteur. Effectivement, le lecteur peut pleinement et librement jouer avec le poème d'Arthur Rimbaud dès lors que sont mises de côté ces possibles allusions autobiographiques. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas, ces allusions autobiographiques,
Elles paraissent même, soyons honnêtes, assez évidentes. Oui, mais tant qu'on les pose d'abord, ces allusions autobiographiques, eh bien, nous nous empêchons de jouer librement avec les mots du poème. J'irai plus loin. Il est clairement question d'une fugue dans ce poème. Mais on pourrait dire que ce n'est pas forcément la seule fugue du jeune Arthur Rimbaud dont il est question ici. La fugue, et cette fugue jubilatoire, cette fugue euphorique dont il est question, ce pourrait être la fugue du sujet lui-même, hein, de ce je délivré de toute entrave, ce je délivré de ces amarres, hein, qui en un sens le reliaient de force au sujet biographique. Et de ce point de vue-là, le poème, donc Ma Bohème, serait à mettre en rapport avec l'autre grand poème d'Arthur Rimbaud l'année suivante, c'est-à-dire le bateau ivre. Ce bateau ivre qui dit je, et ce bateau ivre qui commence à parler au moment précis où, dit-il, hein, il ne se sent plus guidé par les haleurs, c'est-à-dire au moment précis où les amarres sont rompues. Et il me semble qu'il y a là quelque chose qui se dit dans la poésie d'Arthur Rimbaud, hein, cette allégresse, cette jubilation à ce que le « je » puisse librement s'affirmer dans le poème, indépendamment de ses liens supposés avec la personne biographique de l'auteur. Alors, je ne vais pas plus loin, ça m'entraînerait un peu hors de mon propos, mais je crois intéressant de mettre en rapport ce que nous avions pu voir sur la mort de l'auteur, telle qu'elle nous était rapportée par Roland Barthes donc la dernière fois, et un poème tel que celui d'Arthur Rimbaud, hein, un poème qui appelle une multiplicité de lectures, mais, vous l'avez compris, cette multiplicité de lectures, elle n'est possible que si on a abandonné cette idée d'un sens originel. Vous vous souvenez, ce sens originel que Raymond Picard estimait pouvoir trouver, lui en l'occurrence c'était sur Racine, mais peu importe. La question est la même. Hein. Si Raymond Picard a raison, si des recherches historiques permettent d'établir le sens originel de l'œuvre, eh bien, à quoi cela nous sert-il de l'interpréter? Il n'y a plus à l'interpréter, le texte, puisqu'il a trouvé sa signification définitive. Et donc, pour essayer de retrouver la logique qui est celle de Roland Barthes, qui me paraît effectivement une logique assez féconde, hein, on pourrait dire que pour pouvoir pleinement jouer avec un texte, hein, il nous faut mettre de côté ce leurre d'une signification unique qui serait attachée à un texte littéraire. Alors j'espère m'être fait comprendre. J'aurais pu faire la même remarque à propos d'un autre poème d'ailleurs que j'ai été amené à expliquer ces derniers temps, un poème de Baudelaire. Hein. Vous savez, il y a une certaine tradition scolaire qui voudrait ramener les différents poèmes de Baudelaire, surtout les poèmes amoureux ou érotiques, aux différentes femmes qu'il a pu connaître. C'est ainsi qu'on va parler des poèmes qui auraient été inspirés par Jeanne Duval, d'autres qui auraient été inspirés par Marie d'Aubrain, hein, avec toujours cette idée de ramener les textes à la personne de leur auteur. Hein. Or, ni le nom de Jeanne Duval, ni le nom de Marie d'Aubrain n'intervient, mais jamais, hein, dans Les Fleurs du Mal. Et plus grave, il me semble que si nous identifions le « je » des poèmes des Fleurs du Mal avec la personne Baudelaire, eh bien, nous nous privons de ce qui est essentiel à Baudelaire, à savoir ce « je » qui est une place libre, une place offerte au lecteur. Ce que je veux dire, c'est que en lisant le « je » des poèmes, nous l'actualisons et nous en devenons, le temps de notre lecture, le référent. Hein. Et donc, si nous mettons l'auteur à la place du « je », eh bien, nous nous fermons cette place, nous nous empêchons de devenir ce « je », hein, comme il semble bien l'a voulu le poète, qui s'est bien gardé, lui, de faire des allusions précises à sa vie privée. Hein. Il n'y a encore une fois pas la moindre occurrence des noms de Jeanne Duval ou de Marie d'Aubrain dans les Fleurs du Mal.
Voilà, donc on pourrait multiplier les exemples, mais il me semblait que ça permettait de revenir sur ce que dit Roland Barthes d'une manière qui est peut-être plus parlante. Hein. Le propos de la dernière fois était peut-être trop théorique, trop général. Bon, et en plus, il me semblait intéressant de revenir à quelque chose d'assez concret, avant donc d'aborder le deuxième texte auquel est souvent associé le texte de Barthes, à savoir le texte du grand philosophe Michel Foucault sur la fonction auteur, texte qui, à sa manière, décline la même idée d'une mort de l'auteur. Alors, je ne vous présente pas Michel Foucault, on sait que c'est donc un très grand philosophe qui a notamment réfléchi à la question du langage. Il faut penser à cet ouvrage qui s'appelle Les mots et les choses, mais qui a aussi écrit de grands textes sur l'histoire de la sexualité, l'histoire de la folie, sur l'institution pénitentiaire, avec surveiller et punir. Bref, je vous laisse vous renseigner par vous-même sur cette œuvre, certes ardue, mais néanmoins vraiment passionnante, qui est celle de Michel Foucault. Donc je vous propose, comme je l'avais fait avec Roland Barthes, de lire avec vous ce texte de Michel Foucault, en m'interrompant de temps en temps pour faire quelques remarques. Alors, il s'agit d'une conférence de 1969, dont évidemment on ne prétendra pas expliquer ici toute la complexité, toute la subtilité, j'en serais bien incapable pour tout vous dire. Ce qui me semble intéressant, c'est surtout de voir dans quelle mesure il appuie le texte de Roland Barthes. Il s'écrit dans un dialogue évident avec le texte de Barthes, mais aussi avec la pensée de Maurice Blanchot que nous avons également évoquée. Alors, de manière révélatrice, son texte commence un peu comme celui de Roland Barthes d'ailleurs, en évoquant l'impossibilité de répondre à la question « qui parle ?» Alors, l'impossibilité de répondre à la question « qui parle » dès lors que nous sommes confrontés à cette voix singulière révélée par l'écriture. Le thème dont je voudrais partir, j'en emprunte la formulation à Beckett. Qu'importe qui parle, quelqu'un a dit, qu'importe qui parle. Dans cette indifférence, je crois qu'il faut reconnaître un des principes éthiques fondamentaux de l'écriture contemporaine. Je dis éthique parce que cette indifférence n'est pas tellement un trait caractérisant la manière dont on parle ou dont on écrit. Elle est plutôt une sorte de règle immanente, sans cesse reprise, jamais tout à fait appliquée, un principe qui ne marque pas l'écriture comme résultat, mais la domine comme pratique. Cette règle est trop connue pour qu'il soit besoin de l'analyser longtemps, qu'il suffise ici de la spécifier par deux de ses grands thèmes. On peut dire d'abord que l'écriture d'aujourd'hui s'est affranchie du thème de l'expression, elle n'est référée qu'à elle-même. Dans l'écriture, il n'y va pas de la manifestation ou de l'exaltation du geste d'écrire. Il ne s'agit pas de l'épinglage d'un sujet dans un langage. Il est question de l'ouverture d'un espace où le sujet écrivant ne cesse de disparaître. Alors, après avoir donc affirmé la vanité, finalement, d'interroger qui parle, Foucault caractérise la littérature moderne donc par deux grands thèmes. Alors, il commence par le premier, que l'on pourrait appeler l'autoréférentialité. Alors, l'autoréférentialité est effectivement une idée essentielle dans de nombreuses théories littéraires, justement, des années 1960-1970, mais des théories qui s'appuient aussi sur des pratiques d'écriture. Par exemple, celle d'un Francis Ponge, puisque certes, Francis Ponge, d'un côté, prend le parti des choses, pour faire référence au titre du recueil célèbre de 1942, le parti pris des choses. Oui, mais d'un autre côté, Francis Ponge ne cesse de montrer comment, en parlant des choses,
il parle en réalité de l'écriture poétique elle-même. Hein. C'est l'écriture qui se regarde écrire sous prétexte de décrire tel ou tel objet extérieur. Et puis, cette autoréférentialité de l'écriture, on peut dire qu'elle a pour origine un Mallarmé, avec son sonnet allégorique de lui-même, par exemple. Donc l'autoréférentialité est un élément extrêmement important de l'écriture de ces années-là, effectivement. Hein. L'écriture ne renverrait pas au monde extérieur, elle ne renverrait pas davantage à l'intimité de celui qui écrit. Non, l'écriture renverrait d'abord à elle-même. Par ailleurs, vous aurez reconnu de nouveau, je dis de nouveau parce que c'était déjà le cas dans le texte de Roland Barthes, donc vous aurez reconnu la marque, je dirais, de Maurice Blanchot. La marque de Maurice Blanchot, elle intervient à la fin de ce que je vous ai lu, quand Michel Foucault parle d'un espace où le sujet écrivant ne cesse de disparaître. Ça, c'est une des traits, si j'ose dire, très blanchotienne. Hein. Et l'espace où le sujet écrivant ne cesse de disparaître, c'est ce que Maurice Blanchot précisément appelle l'espace littéraire. Hein. Donc ça me paraît important de bien voir là, cette circulation de pensée. Hein. Il n'y a jamais de penseur totalement isolé. D'ailleurs, vous vous rappelez que Roland Barthes insistait sur l'importance de l'intertextualité dans toute écriture. Eh bien là, l'intertextualité, elle se manifeste avec cette présence très forte de Maurice Blanchot. Bon, puis par ailleurs, dans cette expression que je viens de vous citer, hein, donc l'espace où le sujet écrivant ne cesse de disparaître, il est bien sûr déjà très révélateur que Michel Foucault parle de sujet écrivant et non pas d'auteur. Hein. C'est déjà une manière de poser ce qu'il va expliciter ensuite, à savoir cette mort de l'auteur, comme le disait Roland Barthes. Alors après, donc le premier thème qui serait selon lui propre à la littérature moderne, à savoir l'autoréférentialité, il aborde le deuxième thème. Le second thème, dit-il, est encore plus familier. C'est la parenté de l'écriture à la mort. Ce lien renverse un thème millénaire. Le récit ou l'épopée des Grecs était destiné à perpétuer l'immortalité du héros. Et si le héros acceptait de mourir jeune, c'était pour que sa vie, consacrée ainsi et magnifiée par la mort, passe à l'immortalité. Le récit rachetait cette mort acceptée. D'une autre façon, le récit arabe, je pense aux Mille et une nuits, avait aussi pour motivation, pour thème et prétexte, de ne pas mourir. On parlait, on racontait jusqu'au petit matin pour écarter la mort, pour repousser cette échéance qui devait fermer la bouche du narrateur. Le récit de Scheherazade, c'est l'envers acharné du meurtre, c'est l'effort de toutes les nuits pour arriver à maintenir la mort hors du cercle de l'existence. Ce thème du récit ou de l'écriture fait pour conjurer la mort, notre culture l'a métamorphosé. L'écriture est maintenant liée au sacrifice même de la vie. Effacement volontaire qui n'a pas à être représenté dans le livre, puisqu'il est accompli dans l'existence même de l'écrivain. L'œuvre qui avait le devoir d'apporter l'immortalité a reçu maintenant le droit de tuer, d'être meurtrière de son auteur. Voyez Flaubert, Proust, Kafka. Mais il y a autre chose. Ce rapport de l'écriture à la mort se manifeste aussi dans l'effacement des caractères individuels du sujet écrivant. Par toutes les chicanes qu'il établit entre lui et ce qu'il écrit, le sujet écrivant déroute tous les signes de son individualité particulière. La marque de l'écrivain n'est plus que la singularité de son absence. Il lui faut tenir le rôle du mort dans le jeu de l'écriture. Tout cela est connu, et il y a beau temps que la critique et la philosophie ont pris acte de cette disparition ou de cette mort de l'auteur.
Alors, pour illustrer un radical changement de perspective, on peut dire que Foucault oppose des éléments qui se situent sur des plans différents. Hein. C'est-à-dire que d'une part, il observe un certain désir d'immortalité qui traverse la narration hein, dans des œuvres assez anciennes, hein, de l'Iliade ou Mille et une nuits. Les Mille et une nuits, puisque, comme vous le savez, hein, les Mille et une nuits racontent d'abord l'histoire de ce sultan qui avait décidé de tuer au petit matin chacune des femmes avec laquelle il passait la nuit, hein, jusqu'à ce que Scheherazade décide de consacrer sa nuit à faire un récit au sultan, récit dont elle ne lui livre pas la fin, hein, de sorte que le sultan est amené à la gracier jusqu'à la nuit suivante. Hein. Sauf que Scheherazade s'arrange évidemment hein, pour que indéfiniment la conclusion de son récit soit repoussée. Donc tant que Scheherazade fait le récit, hein, tant qu'elle raconte, sa mort est ajournée en quelque sorte. Bien, tout ça pour dire que d'une part, il y aurait dans les œuvres les plus anciennes un désir d'immortalité qui passerait par la littérature. Mais d'autre part, et là Foucault glisse du plan narratif au plan de l'écriture. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il rappelle donc plusieurs écrivains modernes, hein, Flaubert, Proust, Kafka, plusieurs écrivains modernes donc qui se sont sacrifiés pour leurs œuvres, oubliant de vivre tant les aura réclamé l'écriture. C'est non plus seulement comme un thème narratif hein, que la mort est évoquée, mais bien plutôt comme une sorte de caractéristique de la littérature moderne, de l'écriture dans la littérature moderne, la mort telle qu'elle renverrait à l'expérience même d'écrire, expérience d'écrire qui serait vécue comme une forme de dépossession de soi-même, comme un oubli de son identité dans l'espace littéraire. Et de ce point de vue, écrire reviendrait à faire résonner en soi une voix anonyme, hein, une voix qui échappe à la singularité de la personne de l'auteur. Et cette voix anonyme, hein, vous vous en souvenez, nous l'avons déjà rencontrée avec Maurice Blanchot ou avec Roland Barthes. D'ailleurs, Foucault conclut ce passage en reprenant l'expression de Barthes, hein, la mort de l'auteur. Alors, certes, le texte de Barthes est alors récent. Hein. Je vous avais dit que la traduction française en avait été publiée en 1968 et Foucault prononce sa conférence en 1969. On pourrait donc corriger Foucault quand il affirme qu'il y a beau temps que cela est connu. Bon, mais en réalité, hein, ne soyons pas de mauvaise foi, Foucault ne renvoie pas seulement à Roland Barthes, il renvoie aussi bien à Maurice Blanchot, à Kafka, à Mallarmé, bref, à tous ceux qui ont fait cette expérience d'une forme de mort dans et par l'écriture. Alors ensuite, Foucault répond à une objection importante hein, que nous pourrions être tentés de lui faire. En effet, si l'auteur est mort, comme il le prétend après Roland Barthes, pourquoi seulement continuer à en faire mention dans notre approche des textes hein? Pourquoi rassembler par exemple les pièces de théâtre écrites par Racine en les distinguant des pièces de théâtre écrites par Corneille hein? On pourrait très bien considérer une sorte de corpus où tous les textes théâtraux se mélangeraient sans le moindre souci pour leurs auteurs supposés, puisque l'auteur serait mort, puisque l'auteur ne serait pas à prendre en considération. Alors Foucault répond doublement à cette objection et je pense de manière assez pertinente. Voilà donc ce qu'il répond à ceux qui pourraient lui objecter. Mais pourquoi préciser seulement qu'un texte a un auteur puisque cet auteur serait mort? Voilà, donc je cite, « Un nom d'auteur n'est pas simplement un élément dans un discours, qui peut être sujet ou complément, qui peut être remplacé par un pronom, etc. Il exerce, par rapport au discours, un certain rôle. Il assure une fonction classificatoire. Un tel nom permet de regrouper un certain nombre de textes
de les délimiter, d'en exclure quelques-uns, de les opposer à d'autres. En outre, il effectue une mise en rapport des textes entre eux. Hermès Trismégiste n'existait pas, Hippocrate non plus, au sens où l'on pourrait dire que Balzac existe. Mais que plusieurs textes aient été placés sous un même nom indique qu'on établissait entre eux un rapport d'homogénéité ou de filiation, ou d'authentification des uns par les autres, ou d'explication réciproque, ou d'utilisation concomitante. Enfin, le nom d'auteur fonctionne pour caractériser un certain mode d'être du discours. Le fait, pour un discours, d'avoir un nom d'auteur, le fait que l'on puisse dire « ceci a été écrit par un tel » ou « un tel en est l'auteur », indique que ce discours n'est pas une parole quotidienne, indifférente, une parole qui s'en va, qui flotte et passe, une parole immédiatement consommable, mais qu'il s'agit d'une parole qui doit être reçue sur un certain mode et qui doit, dans une culture donnée, recevoir un certain statut. On en arriverait finalement à l'idée que le nom d'auteur ne va pas, comme le nom propre, de l'intérieur d'un discours à l'individu réel et extérieur qui l'a produit, mais qu'il court en quelque sorte à la limite des textes, qu'il les découpe, qu'il en suit les arêtes, qu'il en manifeste le mode d'être, ou du moins qu'il le caractérise. Il manifeste l'événement d'un certain ensemble de discours et il se réfère au statut de ce discours à l'intérieur d'une société et à l'intérieur d'une culture. Le nom d'auteur n'est pas situé dans l'état civil des hommes, il n'est pas non plus situé dans la fiction de l'œuvre, il est situé dans la rupture qui instaure un certain groupe de discours et son mode d'être singulier. On pourrait dire, par conséquent, qu'il y a dans une civilisation comme la nôtre un certain nombre de discours qui sont pourvus de la fonction auteur, tandis que d'autres en sont dépourvus. Une lettre privée peut bien avoir un signataire, elle n'a pas d'auteur. Un contrat peut bien avoir un garant, il n'a pas d'auteur. Un texte anonyme que l'on lit dans la rue sur un mur aura un rédacteur, il n'aura pas un auteur. La fonction auteur est donc caractéristique du mode d'existence, de circulation et de fonctionnement de certains discours à l'intérieur d'une société. Bien, alors comme vous le voyez, c'est assez dense, hein, et je vous engage évidemment à relire ce texte à tête reposée. Il me semble surtout important dans l'immédiat d'en retenir deux idées, hein, et ce sont bien ces deux idées par lesquelles Michel Foucault répond à l'objection qu'on pourrait lui faire, hein, pourquoi continuer à parler d'auteur. Tout d'abord, nous dit-il, l'auteur a une importance car cela nous permet de regrouper certains textes qui, obéissant à des logiques parentes, voisines, hein, seraient donc susceptibles de s'éclairer réciproquement, hein, au lieu que nous trouvions confrontés à une simple dispersion des textes. Exemple, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure quand j'ai rapproché le bateau ivre de ma bohème. Et effectivement, il me semble que si on s'intéresse au statut du « je » dans ma bohème, eh bien alors on le retrouve dans le bateau ivre et on le retrouve sous une forme peut-être plus nette, plus radicale encore. Hein. Cette fugue, cette manière de rompre les amarres se retrouve donc dans le bateau ivre, hein, mais de manière, oui, encore plus nette. En tout cas, il me semble que ces deux textes peuvent s'expliquer réciproquement et que donc, même si nous écartons l'auteur Arthur Rimbaud en tant que personne biographique susceptible d'éclairer ses poèmes, il est important de maintenir Arthur Rimbaud comme ce qui nous permet de regrouper, hein, l'ensemble des textes qu'il a signés, hein, et qui obéissent à une même logique, à une même poétique. Donc, parler d'auteur aurait comme premier intérêt de classer, de nous permettre de classer les textes littéraires. Hein. Un ensemble, Arthur Rimbaud,
un ensemble racine. Et à l'intérieur de cet ensemble, nous pouvons repérer des échos, des sortes de rimes, des choses qui se complètent. C'est aussi en rapprochant des œuvres d'un même auteur que nous pouvons être sensibles à la connotation que prennent pour lui certains termes. Un même terme n'a pas le même sens chez un poète et chez un autre. Prenez le terme automne, par exemple, qui chez Baudelaire est un terme très lourd, très sombre. L'automne, c'est ce qui annonce l'hiver, et l'hiver est une sorte de métaphore de la mort. Donc l'automne est souvent vécu par Baudelaire comme une forme d'agonie. Alors que chez Apollinaire, Apollinaire qui dit l'automne, ma saison mentale, l'automne apparaîtrait de manière beaucoup plus positive. Mais donc ces connotations que prennent les termes selon les œuvres poétiques, évidemment, il est nécessaire pour que nous les entendions de préserver ce classement des textes littéraires par auteur. Donc ça, c'est la première réponse de Michel Foucault à l'objection qu'on aurait pu lui faire. Il est important de préserver malgré tout un classement des œuvres par auteur, parce que les textes du même auteur sont susceptibles de s'éclairer les uns les autres. Deuxième idée, nous dit-il, le nom d'auteur aurait comme fonction de caractériser, ou plutôt de souligner le caractère littéraire des textes. Si un texte a un auteur, et pas simplement un signataire, donc si un texte a un auteur, c'est qu'il a au moins la prétention d'être un texte littéraire. Un texte littéraire que nous avons le droit de trouver mauvais, que nous avons le droit de ne pas lire, mais enfin un texte littéraire. Donc ce serait la deuxième fonction de l'auteur, qui serait de caractériser. Entendons, caractériser comme texte littéraire. Donc, j'en reviens à cet auteur, ou plutôt à ce que Michel Foucault appelle la fonction auteur. Et dire la fonction auteur, c'est évidemment une manière d'effacer la personne auteur. Michel Foucault garde de l'auteur ce par quoi l'auteur exerce une fonction, mais enlève évidemment toute dimension humaine. C'est pourquoi vous trouverez parfois parler d'une position anti-humaniste de Barthes ou de Michel Foucault. Il s'agit de faire disparaître la personne humaine. Ce qui importe dans l'auteur, c'est donc ce qui fait fonction. Et donc cette fonction, vous l'avez compris, est double. D'une part, elle permet de classer les textes appartenant donc au même auteur, obéissant à une même logique. Et d'autre part, deuxième fonction, elle permet de caractériser comme littéraire ce qui est écrit. En tout cas, vous voyez bien que parler de fonction auteur plutôt que d'auteur ou que de personne de l'auteur, c'est évidemment une manière de retirer toute espèce d'importance aux faits biographiques, au souci de contextualiser historiquement. Il y a là clairement une attaque frontale contre une certaine tradition universitaire, celle par exemple dont se réclamait Raymond Picard dans sa lecture de Racine. On peut dire que, sans le nommer, mais Michel Foucault, oui, attaque Raymond Picard en prenant implicitement la défense de Roland Barthes, si l'on se réfère au débat auquel je faisais allusion la dernière fois, auquel avait donné lieu le Sur-Racine de Barthes. J'espère que vous vous en souvenez. Alors la conclusion de Foucault rejoint celle de Barthes, qui refusait donc à la fin de son texte sur la mort de l'auteur toute idée d'un sens figé et unique. Et en effet, donc, tout en résumant ce qu'il a évoqué précédemment, Michel Foucault dénonce une idéologie qui s'opposerait par nature à la multiplicité et nécessairement à la relativité des significations. Alors, je lis la suite du texte de Foucault, la suite et la fin. L'auteur n'est pas une source indéfinie de signification qui viendrait combler l'œuvre. L'auteur ne précède pas les œuvres.
Il est un certain principe fonctionnel par lequel, dans notre culture, on délimite, on exclut, on sélectionne. Bref, le principe par lequel on entrave la libre circulation, la libre manipulation, la libre composition, décomposition, recomposition de la fiction. Si nous avons l'habitude de présenter l'auteur comme génie, comme surgissement perpétuel de nouveautés, c'est parce qu'en réalité nous le faisons fonctionner sur un mode exactement inverse. Nous dirons que l'auteur est une production idéologique dans la mesure où nous avons une représentation inversée de sa fonction historique réelle. L'auteur est donc la figure idéologique par laquelle on conjure la prolifération du sens. Alors là encore, un passage très dense et passablement obscur, enfin en tout cas obscur hein, quand on le lit superficiellement. Il n'y a aucune volonté d'obscurité de la part de Michel Foucault, bien au contraire. Hein, c'est juste que, comme toute pensée forte, elle exige de nous un effort pour nous hisser à sa hauteur. Alors, vous voyez que Foucault a commencé par faire le point donc, sur ce qui fonde sa pensée. Bon, tout d'abord, l'auteur n'expliquerait pas l'œuvre puisqu'il ne la précéderait pas en tant qu'intention, contrairement à ce que pensait Gustave Lanson, vous vous souvenez. Donc, seul importerait l'effacement de l'auteur dans l'expérience d'écrire. Il serait donc vain d'essayer de retrouver le sens originel de l'œuvre qui correspondrait à une intention de l'auteur. La position de Foucault est claire. Il n'y a pas d'intention de l'auteur, puisque l'auteur, dès lors qu'il commence à écrire, disparaît au profit de cette voix qui appartient à la seule écriture. En un sens, l'auteur écrit pour entendre cette voix, et pas pour faire dire à cette voix ce qu'il a décidé qu'elle dirait. C'est ça l'idée. Ensuite, l'auteur ne serait qu'un principe fonctionnel, dit-il. Ça, on vient de le voir, c'est-à-dire que se référer à un auteur aurait pour nous la double fonction d'une part, nous permettre de classer les textes littéraires, et d'autre part, de les caractériser comme littéraires précisément. Mais surtout, et là on retrouve l'idée que j'essayais de développer au tout début en vous parlant d'Arthur Rimbaud. Ce que montre Foucault, c'est que ramener une œuvre à son auteur, compris donc comme intention première, a pour effet de figer le sens et donc de contrarier la liberté de ces significations possibles. Hein, l'idée de Michel Foucault, c'est que rien n'est plus important que les multiples virtualités d'un texte. Hein. Et dès lors que l'on s'en tient à cette idée d'un sens originel, eh bien le texte perd cette richesse de toutes ces virtualités. Et il met le doigt sur une sorte de paradoxe. C'est qu'en célébrant le génie de l'auteur, en divinisant en un sens la personne même de l'auteur, on aboutit à un effet donc paradoxal qui est celui de fermer le sens de son œuvre. En voulant à tout prix ramener une œuvre géniale à la personne de l'auteur, eh bien c'est comme si on condamnait cette même œuvre à n'avoir qu'une signification. Alors que pour Foucault, non, au contraire, si une œuvre est géniale, c'est précisément parce qu'elle nous offre une profusion de sens que le lecteur donc, peut retrouver par ses libres interprétations. Et ce que sous-entend Michel Foucault, c'est qu'il y aurait, c'est pour ça qu'il parle de quelque chose d'idéologique. Il y aurait dans notre culture quelque chose qui serait mal à l'aise à l'idée d'une prolifération du sens. Il faut ramener à tout prix les textes à une signification unique, sinon les textes commencent à faire peur. Si on ne peut plus être assuré d'une seule lecture autorisée, alors où est la vérité ? Et en un sens, renoncer à l'auteur, ce serait comme renoncer à Dieu. Renoncer à Dieu, c'est aussi renoncer à une vérité établie à tout jamais. C'est être livré à une multiplicité de vérités possibles.
Alors, évidemment, je laisse de côté la part métaphysique, je me garderai bien de m'engager sur ce terrain, mais en tout cas, sur le plan littéraire, oui, il me paraît évident que le réel affrontement, il est là, hein, entre ceux qui cherchent à se rassurer en voulant ramener les textes littéraires à une signification unique et bien établie, et ceux qui acceptent. Alors, qui accepte ce qui est à la fois une menace et une promesse, à savoir cette profusion d'essence. Je dis que c'est une menace, oui, parce qu'on n'est jamais sûr de soi, hein, il n'y a pas de vérité absolue. Et en même temps, c'est une promesse, parce que du coup, les textes révèlent une sorte de richesse infinie. Chaque nouveau lecteur redonne une nouvelle vie au texte qu'il est en train de lire. Et vous voyez que finalement, on arrive bien là à une rencontre finalement entre Michel Foucault, tel qu'il vante en réalité la prolifération du sens, et Roland Barthes, tel qu'il célébrait les droits du lecteur, les droits du lecteur à projeter différents sens dans les textes qu'il découvre. Alors, ces deux textes, justement, celui de Roland Barthes sur la mort de l'auteur en 1968 et le texte de Michel Foucault sur la fonction auteur en 1969, ont eu une influence absolument considérable sur la théorie littéraire et en particulier sur la théorie littéraire française. On ne se représente peut-être pas bien aujourd'hui à quel point ces deux textes ont exercé une empreinte extrêmement profonde, puisqu'ils nous ont forcé, ces deux textes, à soumettre à une forme d'examen critique un certain nombre d'idées reçues qui paraissaient incontestables. Comme je vous le disais, le fait que tel poème est nécessairement à mettre en rapport avec la vie de son auteur. Eh bien, voilà une idée reçue qu'il importe au minimum de soumettre à un examen critique. Et ce n'est pas une évidence que l'on devrait accepter comme si cela devait aller de soi. Donc, vous voyez que ces deux textes ont amené à remettre en cause donc, toutes ces idées reçues qui nous venaient du XIXe siècle, de Sainte-Beuve et de Lançon. Le problème c'est qu'avec le temps, ces pensées qui étaient si stimulantes parce qu'elles dérangeaient les idées bien établies, eh bien, se sont transformées elles-mêmes avec le temps en vérité figée, répétées comme des dogmes, intégrées à leur tour à l'enseignement de la littérature. On m'a appris la mort de l'auteur de Roland Barthes ou la fonction auteur de Michel Foucault, comme autrefois on apprenait l'histoire littéraire selon Gustave Lançon ou la critique selon Sainte-Beuve. Oui, la vérité, pour rester vivante, eh bien, a besoin d'être contrariée, dérangée, a besoin de faire l'épreuve de son négatif, en quelque sorte. On peut dire qu'il n'y a de vérité que dialectique, c'est-à-dire il n'y a de vérité que si elle intègre sa contradiction. Et donc, les pensées de Michel Foucault et de Roland Barthes étaient très stimulantes parce qu'elles étaient des contradictions. Oui, mais dès lors qu'elle reste comme seule vérité viable, comme je vous le disais, elle menace de se transformer en dogme, et dans la logique même de Foucault et de Roland Barthes, il faut se méfier des dogmes. Alors, c'est bien pourquoi des théoriciens de la littérature actuelle, qui écrivent aujourd'hui même, se sont efforcés justement de penser la théorie littéraire telle que nous pourrions l'aborder aujourd'hui. Alors, nous verrons en fait essentiellement deux positions. Certains qui s'efforcent, on verra comme Antoine Compagnon, je dirais de concilier les deux voies. C'est-à-dire d'un côté la tradition selon un certain Gustave Lançon, et puis la tradition telle qu'elle a été, vous vous en souvenez, maintenue et défendue par un Raymond Picard dans sa lecture de Racine, et d'un autre côté, les idées d'auteurs comme Roland Barthes et Michel Foucault. C'est ce qu'on commencera à voir la semaine prochaine, cet effort d'Antoine Compagnon pour essayer de concilier ces deux positions qui nous paraissent tellement antithétiques.
Et donc, si vous avez envie d'y jeter un œil, je vous rappelle que c'est dans cet ouvrage qui s'appelle Le démon de la théorie, qu'Antoine Compagnon revient sur un certain nombre justement d'idées, dont celle de l'auteur. Et puis après, nous nous intéresserons, et c'est un auteur là qui me séduit particulièrement, nous nous intéresserons à cette sorte de troisième voie proposée par Pierre Bayard. Vous verrez que la critique de Pierre Bayard, je l'aime beaucoup parce qu'elle est très stimulante intellectuellement et elle est très drôle. Alors je sais que ça peut paraître un peu oxymorique de parler de théorie littéraire drôle, et pourtant c'est le cas. Les livres de Pierre Bayard sont vraiment des livres où il y a beaucoup d'humour, et je ne saurais trop vous engager à les lire, ces livres de Pierre Bayard, mais enfin, nous aurons le temps de les aborder ici en guise d'introduction. Je vais m'arrêter là. Peut-être que mon propos a-t-il été un peu rapide aujourd'hui. En même temps, je me dis que mieux vaut être rapide que de devenir lassant. Donc, je m'en tiens là. Vraiment, je vous engage à bien lire et relire les anthologies de textes. Pour l'instant, il y en a 2. Il y aura une 3e bientôt, publiée sur eCampus. Ce sont des textes absolument fondamentaux. Vous avez tout à gagner à vraiment les avoir bien en tête et à en comprendre, évidemment, les enjeux. Voilà, il me reste à vous remercier de votre attention. Au revoir.